Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de l'émission Europe-Afrique M. Patrick Charlier, directeur de l'Institution publique de lutte contre la discrimination, l'UNIA, pour parler de la problématique de l'égalité et de la lutte contre le racisme. Monsieur Charlier, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme je dis, vous présidez l'UNIA, vous dirigez pour la Belgique francophone. Pour l'ensemble du pays. Et pour l'ensemble du pays. Aussi, oui. Oui. Mais je pensais que les néerlandophones s'étaient un peu retirés de... Ils ne partent pas avant 2023. Ah, voilà. Donc, voilà. Mais c'est en fait, plutôt que de parler de l'UNIA, pour la précision pour notre téléspectateur, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Alors, vous êtes un service public indépendant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'interférence avec le monde politique ? C'est-à-dire que quand on dit qu'on est indépendant, moi, comme directeur, je rends compte à mon conseil d'administration, le conseil d'administration qui est élu par 6 parlements différents en Belgique. C'est la complexité de notre pays, fédéral, communauté, région, etc. Et donc, nous n'avons pas de ministre de tutelle, nous n'avons pas de commissaire de gouvernement, et c'est en ce sens qu'on est indépendant. On est une institution paraparlementaire, comme peuvent l'être des médiateurs, comme peuvent l'être les délégués généraux aux droits de l'enfant, comme peuvent l'être des comités de protection contre les violences policières. Donc, c'est en ce sens que nous dépendons du législatif et pas de l'exécutif, qu'on est indépendant. Et on a de ce point de vue-là un budget qui est également garanti dans un accord de coopération. Et donc on est protégé d'éventuelles coupes budgétaires qu'un ministre voudrait faire parce que nous prendrions des positions qui ne lui plairaient pas. Est-ce qu'il existe des structures de ce type dans tous les pays européens ou... Alors, des structures d'organes de promotion de l'égalité, il y en a dans chaque pays européen, parce que c'est une obligation liée à des directives antidiscrimination. Il y a des directives qui datent de 2000 et qui imposent aux États d'avoir au moins une structure. En Belgique, il y en a 2. Nous sommes compétents pour toutes les discriminations, sauf le genre. Il existe une institution qui s'occupe des discriminations hommes-femmes. Dans d'autres pays, il y a 1, 2, 3 institutions, ça dépend un tout petit peu, mais c'est une obligation européenne. Donc, dans chaque pays, il y a des institutions et de ce point de vue-là, il y a un réseau européen qui s'appelle Equinet qui regroupe toutes ces institutions de promotion de l'égalité. Et est-ce qu'il y a des concertations avec ces autres centres et éventuellement sur un plan même international? Alors au niveau des organes de promotion de l'égalité au niveau européen, il y a une concertation très étroite. Je vous dis, il y a ce réseau d'Equinet avec des groupes de travail, des réunions régulières, des séminaires, des publications, des recherches comparatives qui sont faites. Par exemple, nous allons bientôt au niveau d'Equinet publier une recherche sur l'intelligence artificielle et les risques de discrimination. C'est un sujet qui est très fortement d'actualité aujourd'hui puisque en matière de sélection, en matière d'emploi, en matière de lutte contre la cyberhaine, de pouvoir rechercher par l'intelligence artificielle les propos à caractère haineux, en matière de sélection pour des assurances, par exemple, c'est des outils qui sont de plus en plus mis en place avec des risques discriminatoires. Donc cette concertation se fait. Au-delà de l'Europe, relativement peu. Ce qui existe au niveau international et au-delà de l'Europe, c'est une concertation au niveau des commissions nationales des droits de l'homme, des institutions nationales des droits de l'homme. Et ça, c'est le modèle qui est plus universel par rapport aux organes de promotion de l'égalité. Pour la Belgique, nous sommes à la fois organes de promotion de l'égalité et institution nationale des droits de l'homme, comme ça arrive dans d'autres pays. Dans certains pays, il y en a 2 institutions différentes. Les modèles sont assez distincts pays par pays. Est-ce qu'il y a des relations avec les pays d'Afrique ? Oui, nous avons des relations et des contacts avec les pays africains. On reçoit régulièrement des délégations. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique pour faire des missions, que ce soit pour le Conseil de l'Europe, la Commission de Venise ou pour le Haut Commissariat aux droits de l'homme, pour travailler sur les questions de lutte contre le racisme. Par exemple, la mise en place de plans d'action nationaux contre le racisme suite à la conférence mondiale de Durban de 2001. J'ai été dans plusieurs pays africains,
au Togo, au Rwanda, au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc. C'est des pays dans lesquels on va faire ces missions-là. C'est aussi pour nous l'occasion d'apprendre des choses de ce point de vue-là, parce qu'il y a là des réalités qui sont extrêmement intéressantes aussi. Et puis, comme il y a des diasporas dans nos pays, c'est aussi de connaître ces réalités-là et de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait dans ces relations entre l'Europe et l'Afrique. Vous citiez le Maroc, je pense que vous y étiez en 2013, oui. Si je ne m'abuse. Comment est-ce que vous voyez l'évolution? Alors, le Maroc, c'est assez intéressant parce que, suite à la réforme de la Constitution, il a été décidé de mettre en place toute une série d'institutions. Il y avait le Conseil national des droits de l'homme qui existait historiquement, mais il y a une autorité de lutte contre les discriminations et pour la parité qui s'est mise en place. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai eu l'occasion d'aller faire une visite de travail pour préparer, rencontrer les autorités, rencontrer les associations, la société civile, et de voir un tout petit peu comment est-ce qu'ils pouvaient mettre cela en place. Aujourd'hui, elle existe. Et toute la question était de savoir quel était le mandat. Est-ce que ça allait être un mandat uniquement sur l'égalité de genre et la parité de genre, ou est-ce qu'ils allaient s'ouvrir à d'autres critères, comme l'origine, comme le handicap? Et donc, il y a eu des débats de ce point de vue-là. Il y a aussi eu au Maroc une autre mission sur les opérations de régularisation. Et le Maroc est le premier pays d'Afrique du Nord, du Machrek, d'avoir adopter ce type de dispositif. C'est inspiré de ce qui se passe du Machrek et Maghreb, oui, pardon. Et donc, d'avoir adopté ce type de dispositif, d'autorité de lutte contre les discriminations, d'opérations de régularisation. Et ce qui était, de ce point de vue-là, pour moi, très intéressant, c'est que directement, les autorités marocaines ont pensé, on régularise et on met en place des politiques d'intégration. Chose que nous n'avons pas fait dans nos pays européens, où il y a eu les accords de migration belgo-marocains, belgo-turcs, je parle ici de la Belgique, mais dans les autres pays ça s'est fait aussi, et les politiques d'intégration n'ont été mises en place que 15 ans ou 20 ans par après, avec un temps de retard et avec des difficultés de ce point de vue-là, liées à l'intégration, de non prise en compte de cette diversité. Alors, si on revient aux fameux critères de discrimination, il y en a 19. Vous avez dit que vous n'avez pas à vous occuper des discriminations liées au genre, ni à la langue d'ailleurs, je pense. Ni à la langue, effectivement. Oui. Celles qui sont couramment considérées comme les plus fréquentes, les plus courantes, ce sont celles qui ont, disons, des critères raciaux, oui. L'origine, la couleur de la peau, des critères de handicap, oui. Et les critères de religieux. Oui. Les critères religieux, ici en Belgique, sont quand même peut-être un rien moins épineux que dans d'autres pays, mais est-ce que on constate que sur le plan de la religion catholique par rapport à la religion musulmane notamment, puisque vous savez que notre émission Europe-Afrique fait qu'on parle beaucoup de l'Afrique et il y a des pays où il y a beaucoup de musulmans, des pays où il y a beaucoup de catholiques, est-ce qu'elle est en hausse? Alors, la première chose à dire, c'est qu'effectivement, on parle du critère des convictions religieuses et philosophiques, et donc ce n'est pas uniquement la religion, mais c'est vrai que chez nous, les dossiers que nous traitons pour la Belgique, 90% des dossiers concernent les musulmans et l'islam. Et puis, on a 10% qui concernent les autres convictions. Ça peut être des convictions minoritaires ou majoritaires, mais ça reste 10%. Donc, la question véritablement des discriminations religieuses concerne d'abord et avant tout en Belgique les musulmans, liés à l'emploi, liés au discours de haine, liés à des actes de haine, liés à l'enseignement, liés au logement et des choses de cet ordre-là. Il y a peu de tensions intra- ou interreligieuses. C'est plutôt la population en général qui montre une forme d'hostilité, de méfiance, de peur, et qui se traduit par des comportements discriminatoires, qui se traduit par des stigmatisations. Et on a connu aussi une évolution dans
dans le comportement des personnes où c'était d'abord une forme d'hostilité ou de discrimination à caractère racial qui a tendance à glisser vers les convictions religieuses, et c'est un tout petit peu les conséquences, là j'enfonce une porte ouverte, mais du 11 septembre où tout d'un coup ce choc qu'on a connu au niveau mondial a donné une perception relativement négative du monde musulman et des musulmans qui étaient ici, alors que quand on parle d'extrémisme, de radicalisme, etc. au niveau mondial, c'est d'abord les musulmans qui en sont victimes, et donc ils en sont doublement victimes parce que ces stéréotypes malheureusement existent. On a remis par exemple un rapport sur les conséquences des attentats que nous avons connus en France et en Belgique, oui, sur le contentieux pour lequel nous sommes saisis. On a fait un petit rapport qui s'appelle « Mesures et climat ». Ça n'a rien à voir avec l'évolution du climat, mais les mesures qui ont été prises et le climat général a fait évoluer le type de contentieux sur lequel nous travaillons. Avant, on allait stigmatiser quelqu'un parce qu'il était d'origine marocaine, éventuellement parce qu'il était d'origine musulmane, et maintenant on va le stigmatiser en disant vous êtes intégriste, vous êtes terroriste, avec des comportements parfois extrêmement problématiques, notamment dans le cadre scolaire, des enseignants ou des directeurs d'école qui ont tenu des propos extrêmement méprisants vis-à-vis de jeunes enfants d'origine maghrébine, en disant votre place n'est pas ici, allez en Syrie. Mais ce type de comportement est véritablement problématique. Ça reste des exceptions, mais c'est des choses qui existent malheureusement. Sans verser dans la caricature, on peut, quand on voit ce qui est sujet à discrimination, on peut dire qu'une jeune femme étrangère, musulmane et handicapée est carrément condamnée à la discrimination, ce qui est évidemment intolérable. C'est pas faux. Hein. Alors, effectivement, quand on cumule les critères, alors il y a deux choses qui me semblent intéressantes à dire par rapport à cela. C'est que quand on parle de critères, on parle de groupes. Mais on a des identités multiples. Et donc il y a un danger, c'est que quelqu'un soit réduit à ce qu'il est, ou à ce qui est apparent. C'est le handicapé, c'est l'homosexuel, c'est le maghrébin, c'est... Non, on a des identités multiples. Et donc il faut essayer de sortir de cette espèce d'enfermement dans lequel on va réduire quelqu'un à la couleur de sa peau, à sa religion, à son orientation sexuelle ou que sais-je. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que votre question pose la question de l'intersectionnalité. Le fait que quelqu'un, en cumulant des caractéristiques, va être une figure unique qui va être discriminée. On n'est pas discriminé parce qu'on est femme ou parce qu'on est musulmane, mais parce qu'on est et femme et musulmane. Et donc, il y a là cette singularité qui est mal prise en compte par les législations antidiscrimination qui obligent de travailler critère par critère sans rendre compte de cette singularité d'une multiplication de critères. Monsieur Charlier, nous allons faire une petite pause. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons après l'interruption. Monsieur Charlier, nous reprenons notre émission sur l'égalité des chances. Alors, dans notre pays, le nombre, et je pense que c'est partout comme ça, le nombre de signalements et de plaintes de victimes, mais aussi de témoins, est nettement en hausse. Alors, je souhaitais savoir si vous privilégiez les solutions extrajudiciaires. Absolument. D'abord, on estime que notre institution, UNIA, est en soi une institution extrajudiciaire. Et donc, si les autorités ont décidé de créer cela, c'est pour trouver des solutions sans devoir saisir la justice, porter plainte ou aller devant les tribunaux civils. Et donc, nous nous concevons en tant que tels comme une solution extrajudiciaire. Et donc, on cherche a priori toujours une solution négociée pour deux raisons. D'une part, parce que ça prend moins de temps. Et donc, ça permet de gagner du temps et de l'argent, parce que des procédures coûtent cher. Et d'autre part, dans les solutions négociées, nous cherchons une solution pour la victime de discrimination, une forme de compensation, d'excuse, d'obtenir quelque chose qu'elle demande, éventuellement une indemnisation financière. Et d'autre part, notre intérêt à nous est de chercher une solution structurelle. Quand il y a eu une discrimination, quelqu'un qui a été refusé pour un emploi, quelqu'un qui a été refusé pour un logement, quelqu'un qui fait l'objet d'un harcèlement,
harcèlement, des choses de cet ordre-là. On essaye de travailler avec un employeur, des agences immobilières, des choses de cet ordre-là, pour changer les pratiques, pour éviter que la discrimination ne se répète à l'avenir. Donc on n'a pas uniquement la solution individuelle, on cherche cette solution structurelle, chose qu'on n'obtient pas ou plus difficilement dans les procédures judiciaires. Cela étant, si la solution extrajudiciaire, si la négociation, si la conciliation n'aboutit pas, nous avons la possibilité d'aller en justice. C'est un petit peu le bâton derrière la porte. Hein. On ne peut pas être un lion sans dents. Et donc, il nous arrive effectivement d'aller en justice environ entre 15 et 20 fois par an. Alors, on peut considérer que la majorité des actes de racisme dans nos pays affectent les Africains du Nord, les Marocains, qui constituent une grosse communauté ici en Belgique, et aussi, je dirais, d'Afrique centrale. Peut-être que la communauté juive, évidemment, est aussi stigmatisée de temps en temps. En fait, quel lien vous faites avec l'Afrique à ce niveau-là? Vous développez votre action en ayant pour cela, pour ces cas précis, des relations avec les pays d'origine ou pas? Alors, on essaye de connaître les réalités, effectivement, des pays d'origine. Nous travaillons avec d'autres institutions. Par exemple, il y a MIRIA, qui est le Centre fédéral migration, pour connaître la nature et l'ampleur des flux migratoires. On a fait aussi on a participé à une étude qui a été mandatée par la Fondation Rabaudouin sur la situation des Belgo-Marocains, des Belgo-Congolais, des Belgo-Burundais, des Belgo-Rwandais. Et donc, de connaître ces réalité permet aussi de comprendre quel est le type de stéréotype de représentation que l'on a. Et le type de stéréotype négatif, de représentation négative qu'on peut avoir vis-à-vis de certains groupes est différent. Quand on parle des afrodescendants, donc Afrique centrale, Afrique subsaharienne, les perceptions que l'on peut avoir ne vont pas être les mêmes que par rapport aux Maghrébins, par exemple. On a fait des sondages sur la tolérance et on voit que les représentants, ça peut être aussi des stéréotypes positifs, hein, parfois, ne sont pas les mêmes. Mais ça veut dire que la réalité de la discrimination qui est vécue par ces groupes-là se traduit dans des comportements différents. Et ça, c'est important de pouvoir faire cette relation et de connaître ces réalités spécifiques, parce que le travail de sensibilisation, le travail de formation, le travail d'accompagnement doit tenir compte de ces réalités-là. Mais dans le même temps, il faut éviter de tomber dans une forme de communautarisme et il faut pouvoir articuler ça avec une vision universelle des droits fondamentaux et de se dire, même si les réalités sont différentes, cela participe d'une forme de mépris, d'une forme d'hostilité, d'une forme, et qui là se traduit par une vision du respect de la dignité humaine. Et avant d'être un juif, avant d'être un afrodescendant, avant d'être un maghrébin, on est d'abord un homme et une femme, et c'est là-dessus que le fondement de notre action doit être réalisé. Des réalités différentes, des contextes différents, mais il existe d'ailleurs des tensions sur ce plan humain, je dirais, entre les afrodescendants et les maghrébins. Absolument. Ou là-bas. Personne ne peut se dire de ne jamais être raciste. Et donc, effectivement, nous avons toute une série de dossiers où les comportements d'intolérance, de racisme, de discrimination se font entre les communautés, entre des minorités. C'est une réalité et on ne peut pas la nier. Et... Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on est membre d'une minorité, la probabilité d'être victime de racisme, de discrimination, que ça vienne du groupe majoritaire ou d'une autre minorité, est important et existe. Mais il faut pouvoir adresser ces choses-là. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai donc été plusieurs fois, je vous dis, en Afrique subsaharienne sur les questions de plan d'action contre le racisme, et j'étais en mission à plusieurs reprises avec Doudou Diène, qui est l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour les formes contemporaines de racisme. Et quand on vient parler de racisme, la première chose qui vient, ce sont les Blancs qui sont racistes, la colonisation, etc.
Dodo Dieng dit oui, c'est vrai, ça c'est ce qui se passe en Europe. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos pays? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos pays? Lui est d'origine sénégalaise. Quel est le sort qui est réservé aux pygmées? Est-ce qu'on n'est pas dans... Quelles sont les questions de tribalisme? Est-ce qu'il n'y a pas des questions d'intolérance dans ce cadre-là? Et donc il renvoyait lui-même à des réalités, et ce n'est pas toujours vis-à-vis de l'autre, il faut regarder ses propres comportements. C'est une leçon que moi j'ai appris à l'occasion de ces missions-là. Alors la Belgique, je disais tout à l'heure, une grande communauté maghrébine, mais également une communauté turque assez importante. Et donc vous avez à la fois des communes comme à Bruxelles, Saint-Josse ou Ixelles, qui ont plus de 130 nationalités différentes, ce qui est quand même très très rare ailleurs. Et vous avez aussi, et même en Wallonie, et peut-être en Flandre, je le sais moins, mais des communes qui ont un tiers de leur population qui est d'origine étrangère. Est-ce que dans ces communes, on peut dire que les cas de racisme sont plus importants ou pas? Alors, c'est difficile à dire. Il y a peut-être des études qui ont montré que les comportements racistes, et on a vu ça dans les résultats des élections, et on le voit en Allemagne aussi, ce n'est pas dans les endroits où il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère que les partis qui sont les plus racistes obtiennent un nombre important de voix. Et donc, les études de psychologie sociale montrent que l'hypothèse de contact, quand on est en contact avec cette diversité, ça augmente globalement le taux de tolérance. Alors, il faut travailler cette hypothèse de contact. C'est vrai que Bruxelles est une des villes les plus cosmopolites au monde. Et donc, il n'y a plus à Bruxelles de groupes majoritaires. Ce sont toute une série de groupes minoritaires. Alors, quand on parle des personnes d'origine étrangère, on peut parler ici à Bruxelles des fonctionnaires européens qui forment aussi une communauté qui a tendance parfois à vivre trop en bulle elle-même. Et donc, l'objectif est de créer du contact. L'objectif est de créer de la diversité dans des lieux et de ne pas rester dans sa bulle soi-même. Et cette hypothèse de contact augmente la tolérance. Toutes les études le démontrent. Et donc, à Bruxelles, de nouveau, les chiffres montrent qu'il y a moins de 25% de personnes qui sont ce qu'on appelle belges d'origine belge, c'est-à-dire des personnes qui sont nées belges et dont les deux parents sont nés belges. En Flandre, en Wallonie, la proportion de Belges d'origine belge est de plus de 50%, et même en Flandre, on est presque à 60-70%. Donc les réalités sociologiques sont très différentes dans le pays. Est-ce que vous êtes amené aussi à gérer des cas de discrimination qui se basent sur des propos nauséabonds se développant sur les réseaux sociaux? Absolument. Donc, c'est ce qu'on appelle les discours de haine. Donc la législation punit trois choses: la discrimination, donc on a une différence de traitement, les actes de haine, donc des personnes qui font l'objet de coups et blessures, de menaces ou des dégradations de bâtiments, et puis les discours de haine. L'incitation à la haine, la violence ou la discrimination, on traite de ces questions-là. Et notamment, nous avons depuis 2006 une cellule qui s'occupe de ce qui est la cyberhaine, le développement et les évolutions qu'il y a dans ce cadre-là. Nous collaborons avec la Commission européenne qui met en place un système de monitoring, puisque les grands opérateurs, YouTube, Facebook, Twitter, ont adopté un code de conduite pour éviter qu'une disposition européenne soit adoptée. Mais la Commission fait un système de monitoring auquel nous participons. Par ailleurs, nous sommes, comme institution belge, reconnus comme partenaires de confiance. Et donc, quand on constate des propos haineux, nous avons une ligne directe pour les faire retirer. Dernière chose, on croit parfois que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est de l'impunité. C'est faux. On entame des actions en justice et les condamnations commencent à tomber petit à petit en Belgique sur des propos qui sont tenus sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, etc. La difficulté qu'il y a, c'est que le temps judiciaire n'est pas le même que le temps des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on est dans l'instantanéité, l'immédiateté, et le temps judiciaire prend 6 mois, 1 an. Mais les condamnations ont une vertu pédagogique importante, c'est de dire on ne dit pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
Les plaintes pour la discrimination au logement, vous l'avez évoqué, c'est par rapport à la couleur de peau, par rapport et ou à la nature des revenus. Elles sont en hausse. Oui, absolument. C'est lié au fait qu'on a un peu une crise de logement. Il y a moins de logements disponibles que de demandes. Et donc, pour finir, un propriétaire va pouvoir faire son choix. Et comme il a 3, 4, 5 candidats locataires, il n'est pas obligé d'écarter quelqu'un à cause de la couleur de sa peau ou de son origine, mais il va dire je choisis quelqu'un et il ne doit pas justifier et motiver. Et donc c'est une des difficultés, c'est de rapporter la preuve de la discrimination. Et pour finir, face à ce choix, on ne peut pas obliger non plus un propriétaire à choisir quelqu'un. La discrimination à l'emploi, vous l'avez évoqué, mais je pense que vous avez, en décembre de l'année passée, fait une avancée en signant un accord de coopération avec la plupart ou la totalité des organisations d'employeurs. Ce qui est quand même remarquable, ça s'appelle Travailler ensemble, je crois. Oui, tout à fait. C'est un accord de collaboration qu'on a avec eux. Qu'est-ce que ça dit rapidement? Alors l'idée, on se rend compte qu'il y a toute une série d'employeurs qui veulent mener une politique de diversité, qui veulent même mener des actions positives en disant, ben voilà, on a une société qui est diverse, on veut une politique inclusive, et donc nous sommes là pour les aider, pour les accompagner. Comment est-ce qu'on gère cette politique de diversité? Comment est-ce qu'on met en place des processus de recrutement qui ne sont pas discriminatoires. Mais il faut aussi pouvoir gérer la diversité sur le lieu de travail. Parfois, ça crée des tensions, ça crée des difficultés. Il y a des habitudes, des coutumes culturelles qui sont différentes, qui peuvent mener à des tensions. Mais de ce point de vue-là, je prends parfois un peu de recul. Moi, je travaille dans une institution interfédérale, nationale, et entre francophones et flamands, on ne se dit pas bonjour de la même façon. Les francophones se font la bise et les flamands se donnent la main. Et donc, ces questions, il faut pouvoir parler de ces choses-là, pouvoir mettre des mots pour les comprendre et pour éviter des malentendus, pour éviter des tensions. Et ça montre que cette politique de diversité, il y a beaucoup d'employeurs qui veulent avancer là-dedans. Des mots pour se comprendre. Je propose que ce soit la conclusion de notre interview. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et pour ma part, chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.